Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel espace de réflexion partagée. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, et laissez, pour quelques instants, le tumulte du monde extérieur de l'autre côté de la porte. Aujourd'hui, nous allons toucher à ce qu'il y a de plus précieux, mais aussi de plus complexe dans nos vies, notre famille. Vous savez, il y a un paradoxe étrange dans la vie moderne. Nous courons toute la journée, nous affrontons le stress du travail, les embouteillages, les exigences sociales, avec l'espoir secret que, une fois le seuil de notre maison franchi, nous trouverons la paix. Nous imaginons le foyer comme un sanctuaire, un refuge. Et pourtant, soyons honnêtes, c'est souvent là, entre ces quatre murs censés nous protéger, que la tension est la plus palpable. C'est là que nous perdons patience pour une chaussette qui traîne, pour un lave-vaisselle mal rempli ou pour une remarque anodine qui, soudainement, nous met hors de nous. C'est pour explorer ce paradoxe et surtout pour le dénouer que nous allons nous immerger aujourd'hui dans la philosophie de Richard Carlson. À travers son œuvre lumineuse sur l'art de ne pas se laisser ronger par les petites contrariétés au sein de la famille. Commençons par une vérité fondamentale, une vérité que nous oublions souvent, avoir une famille, un toit, des êtres à aimer et qui nous aiment, est un privilège immense, un cadeau rare. Mais ce cadeau est emballé dans du papier de verre. La familiarité, cette proximité quotidienne, a un effet pervers, elle nous fait oublier les bonnes manières. Nous traitons souvent nos collègues ou même des inconnus avec plus de courtoisie que notre propre conjoint ou nos enfants. Pourquoi? Parce que nous nous sentons en sécurité. Nous savons qu'ils sont là. Alors, nous laissons tomber nos barrières, et malheureusement, nous laissons aussi tomber nos filtres. Le cœur du message que nous allons explorer ensemble est que la clé du bonheur familial ne réside pas dans une maison parfaite, des enfants modèles ou un conjoint qui devine toutes nos pensées, mais dans notre propre capacité à ne pas transpirer pour des détails. À ne pas laisser les petites choses prendre toute la place. Imaginez votre maison comme un jardin. Si vous passez votre temps à vous focaliser sur les mauvaises herbes, sur ce qui ne va pas, vous ne verrez jamais les fleurs. Créer un environnement émotionnel positif est la première étape. C'est une décision consciente. Il s'agit de se demander, quel genre d'atmosphère je veux créer quand je passe la porte? Trop souvent, nous rentrons chez nous chargés de l'électricité statique de notre journée. Prêts à décharger nos frustrations sur la première personne qui nous demande où est le sel. Mais si nous décidons, délibérément, de favoriser la paix plutôt que d'avoir raison, tout change. Cela demande de l'humilité. Cela demande de réaliser que notre besoin de contrôler l'environnement familial est souvent la source même de notre souffrance. Prenons un exemple concret qui résonnera sans doute en vous, la course contre la montre. Combien de fois le stress familial est-il simplement dû au fait que nous sommes en retard? Nous courons après le temps, nous pressons les enfants, nous nous agaçons parce que la voiture devant nous n'avance pas assez vite. Cette frénésie est un poison pour l'harmonie. Une solution d'une simplicité désarmante, mais d'une efficacité redoutable, consiste à commencer tout, absolument tout, un peu plus tôt. Se donner une marge de 10 minutes. Ce n'est pas juste une question de logistique, c'est une question d'état d'esprit. Quand vous n'êtes pas pressé, une chaussure perdue par votre enfant n'est plus une catastrophe nationale, c'est juste une chaussure perdue. Le temps que nous gagnons n'est pas du temps pour faire plus, c'est du temps pour être mieux. C'est cet espace blanc dans notre emploi du temps qui permet à la grâce de s'infiltrer dans notre quotidien. Et dans ce quotidien, il y a une tâche qui semble ne jamais finir, l'entretien de la maison. C'est une source inépuisable de frustration pour beaucoup. On a l'impression d'être Sisyphe poussant son rocher. À peine le linge est-il lavé qu'il y en a d'autres. À peine la cuisine est-elle propre qu'il faut préparer le prochain repas. Richard Carlson utilise une métaphore magnifique pour changer notre perspective là-dessus, celle du pont du Golden Gate à San Francisco. Savez-vous que dès que les peintres finissent de peindre ce pont immense, ils doivent recommencer au début? La peinture s'écaille, le sel attaque le métal. C'est un cycle sans fin. Imaginez si ces peintres s'arrachaient les cheveux tous les jours en criant « Mais je viens juste de finir ce pilier ». Non, ils acceptent que c'est la nature même du pont. Votre maison est comme ce pont. Le panier à linge ne sera jamais vide définitivement. La vaisselle reviendra toujours. Accepter que c'est un processus continu, et non une tâche à achever ou pour pouvoir enfin vivre, libère une énergie mentale colossale. Vous n'êtes pas en échec parce que la maison est en désordre, vous êtes simplement en vie.
cette acceptation nous amène à une autre dimension cruciale, nos attentes. Ah, les attentes. Ce sont elles, les véritables architectes de nos déceptions. Nous avons tous, consciemment ou non, un scénario dans notre tête de la façon dont les choses devraient se passer. Comment notre conjoint devrait réagir, comment nos enfants devraient se comporter à table, comment le week-end devrait se dérouler. Et quand la réalité, dans sa merveilleuse et chaotique imprévisibilité, ne correspond pas à notre scénario, nous souffrons. Nous nous mettons en colère. Mais le problème n'est pas la réalité, le problème est notre scénario. Si vous attendez de vos enfants qu'ils soient calmes et raisonnables après une longue journée d'école, vous préparez votre propre frustration. Si vous attendez de votre partenaire qu'il devine vos besoins sans que vous les exprimiez, vous construisez un mur d'incompréhension. Lâcher prise sur les attentes ne signifie pas ne rien vouloir, cela signifie s'ouvrir à ce qui est, plutôt que de lutter pour ce qui devrait être. C'est dans cet espace d'acceptation que l'amour peut circuler librement. Parlons d'amour, justement. Et plus précisément, de la manière dont nous communiquons avec ceux que nous aimons. Il y a un principe simple, une personne heureuse est une personne serviable. Si vous voulez que votre conjoint ou vos enfants participent, aident, soient présents. La critique et les reproches sont les pires outils à votre disposition. Personne n'a envie d'aider quelqu'un qui le fait se sentir coupable ou incompétent. Au contraire, la gratitude est un carburant puissant. Remerciez, sincèrement, pour les petites choses. Remarquez ce qui est fait plutôt que ce qui est oublié. C'est une habitude à prendre, comme un muscle à exercer. Et cela va de pair avec l'écoute. L'écoute. C'est peut-être le plus grand cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un. Mais écoutons-nous vraiment? Ou attendons-nous simplement notre tour pour parler? Dans la famille, nous avons tendance à interrompre, à finir les phrases des autres, à supposer que nous savons déjà ce qu'ils vont dire parce que nous les connaissons par cœur. Mais c'est une illusion. Chaque jour, nos proches changent, évoluent, vivent des expériences nouvelles. Écouter vraiment, c'est poser son téléphone, regarder l'autre dans les yeux et lui accorder toute notre attention. C'est dire implicitement, tu es important pour moi. C'est un acte d'amour bien plus puissant que n'importe quel cadeau matériel. Et cela demande de protéger notre intimité. Nous vivons dans un monde hyper connecté où le téléphone, les notifications, les écrans s'invitent à notre table et dans nos lits. Protéger l'espace familial, savoir ne pas répondre au téléphone, savoir dire non aux sollicitations extérieures pour préserver un moment de qualité. C'est un acte de résistance nécessaire pour nourrir le lien. En parlant de lien, il faut aborder le sujet délicat des conflits. Ils sont inévitables. Deux êtres humains, aussi compatibles soient-ils, ne seront jamais d'accord sur tout. Et c'est normal. Le secret n'est pas d'éviter le conflit, mais de changer notre rapport à celui-ci. Il faut apprendre à laisser l'autre gagner. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Dans une dispute sur un sujet trivial, quel film regarder, quel chemin prendre, qui a laissé la lumière allumée ou demandez-vous? Est-ce que je préfère avoir raison ou être heureux? Souvent, nous nous battons pour notre ego, pas pour la vérité. Laisser l'autre avoir raison, c'est désamorcer la bombe. C'est montrer que la relation est plus importante que notre petite victoire personnelle. Et paradoxalement, c'est souvent quand on arrête de lutter pour avoir raison que l'autre devient plus enclin à nous écouter. Il y a aussi une règle d'or que nos grands-mères connaissaient bien, ne jamais se coucher fâché. La nuit a tendance à figer les ressentiments, à les graver dans le marbre de notre mémoire. Faire la paix avant de dormir, même si le désaccord de fond n'est pas réglé, c'est réaffirmer le lien affectif. C'est dire, nous ne sommes pas d'accord, mais je t'aime et notre amour est plus grand que ce problème. C'est une discipline spirituelle qui protège le couple et la famille de l'érosion lente causée par les rancunes accumulées. Mais pour être capable de cette hauteur de vue, il faut soi-même être en paix. Et c'est là qu'intervient la notion d'état d'âme. Nous devons comprendre que notre perception de la vie change en fonction de notre humeur, comme le paysage change selon la météo. Quand nous sommes de bonne humeur, les désordres des enfants nous semblent être des signes de vie joyeux. Quand nous sommes de mauvaise humeur, le même désordre devient une preuve de leur manque de respect et de notre échec en tant que parents. La réalité n'a pas changé, c'est notre filtre interne qui a changé. Comprendre cela nous permet de ne pas prendre nos pensées trop au sérieux lorsque nous sommes dans un état d'esprit négatif. C'est le moment de se taire, de ralentir, de ne pas prendre de décisions importantes. C'est le moment d'être indulgent avec soi-même et avec les autres.
Et cette indulgence doit s'étendre à nos enfants. Regardons-les vivre. Ils sont nos plus grands maîtres en matière de moments présents. Un enfant peut pleurer à chaudes larmes parce qu'il a perdu son ballon, et 2 minutes plus tard, rire aux éclats en voyant un papillon. Il ne traîne pas son passé. Il ne s'inquiète pas de l'avenir. Il est là, totalement. Nous avons tant à apprendre d'eux. Au lieu de voir l'enfance comme une étape à franchir, une série de problèmes éducatifs à résoudre, essayons de l'apprécier comme une phase unique et éphémère. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature, ce sont des êtres complets en pleine exploration. Leurs bêtises sont souvent des expériences de physique ou de sociologie qui ont mal tourné. Si nous changeons notre regard, si nous voyons l'innocence plutôt que la malice, la curiosité plutôt que la désobéissance, notre niveau de stress chute drastiquement. Cela nous amène à une pratique essentielle, vivre comme si c'était la dernière fois. C'est une pensée qui peut sembler morbide, mais qui est en réalité un hymne à la vie. Si vous saviez que c'est la dernière fois que vous voyez votre conjoint franchir la porte, vous attarderiez-vous sur le fait qu'il a oublié de sortir les poubelles? Non. Vous le regarderiez avec une intensité nouvelle, vous imprimeriez son image dans votre cœur. La vérité, c'est que nous ne savons jamais. La vie est fragile. Garder cette conscience en toile de fond nous aide à trier instantanément l'important du dérisoire. Cela nous aide à pardonner, à aimer plus fort, à savourer ces moments banals qui sont en fait l'essence même de notre existence. Dans cette quête de sérénité, n'oublions pas de nous ménager des espaces à nous. On ne peut pas verser de l'eau d'une cruche vide. Si vous êtes épuisé, vidé, aigri, vous n'avez rien de bon à donner à votre famille. Prendre du temps pour soi, que ce soit pour lire, marcher, méditer ou simplement ne rien faire, n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de responsabilité envers votre famille. C'est recharger vos batteries pour pouvoir être patient, aimant et disponible. Créez des rituels égoïstes qui vous nourrissent. Levez-vous un peu plus tôt pour savourer le silence, arrêtez-vous dans un parc avant de rentrer du travail. Ces petites bulles d'oxygène sont vitales. Il faut aussi savoir simplifier sa vie. Nous vivons dans une société qui nous pousse à l'accumulation, plus d'objets, plus d'activités, plus d'engagement. Mais souvent, plus signifie moins. Moins de temps, moins d'espace mental, moins de paix. Apprendre à dire non, désencombrer sa maison, limiter les activités extrascolaires des enfants pour leur laisser le temps de rêver et de s'ennuyer. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité. C'est la simplicité volontaire. Chaque objet que vous possédez demande un peu de votre attention pour être nettoyé, rangé, réparé. Moins vous en avez, plus vous êtes libre. Appliquez la règle du un qui entre, un qui sort. Si vous achetez quelque chose de nouveau, donnez quelque chose d'ancien. Cela maintient l'équilibre et vous évite d'être submergé par votre propre vie matérielle. Un autre aspect subtil mais toxique est notre tendance à critiquer les absents. Parler dans le dos des autres, même des membres de la famille, crée un climat de méfiance. Si vos enfants vous entendent critiquer votre belle-mère dès qu'elle a le dos tourné, ils apprennent 2 choses, d'abord, que la critique est un mode de communication acceptable, et ensuite, que vous les critiquez probablement aussi quand ils ne sont pas là. Cela insécurise tout le monde. Choisir de ne pas participer au commérage, de parler avec bienveillance ou de se taire, c'est assainir l'air que respire votre famille. C'est construire une fondation de loyauté et de confiance. Et puis, il y a cette habitude insidieuse de tenir les comptes. Je fais la vaisselle, donc tu dois faire le repassage. J'ai été gentil hier, donc tu me dois quelque chose aujourd'hui. L'amour n'est pas une transaction commerciale. Quand on commence à mesurer qui fait quoi, on entre dans une logique de comparaison et de ressentiment. Essayez, pour changer, de donner sans attendre de retour immédiat. Faites les choses parce que cela vous fait plaisir de contribuer au bien-être de la famille, pas pour obtenir des points. Paradoxalement, c'est souvent quand on arrête de réclamer la parité absolue que l'autre, se sentant moins sous pression, commence à contribuer plus spontanément. N'oublions pas non plus de rire. L'humour est le meilleur antidote au stress. Une famille qui rit ensemble est une famille qui peut traverser les tempêtes. Apprenez à voir le côté comique des situations absurdes. Votre enfant a peint le chien en bleu? C'est une catastrophe pour le tapis, certes, mais quelle histoire vous raconterez dans 10 ans? Prenez du recul. Imaginez qu'une caméra vous filme, est-ce que votre réaction de colère ne semblerait pas disproportionnée, voire ridicule,
vue de l'extérieur. Cette distance permet de désamorcer bien des crises. Enfin, rappelez-vous que tout passe. Les nuits sans sommeil des nourrissons, les crises d'adolescence, les difficultés financières passagères. Cela aussi passera. Cette phrase est une bouée de sauvetage dans les moments difficiles. Elle nous aide à ne pas dramatiser, à ne pas projeter une difficulté temporaire sur l'éternité. Mais elle est aussi un rappel poignant dans les moments heureux, ces instants de grâce, ces câlins du matin, ces fous rires, eux aussi passeront. Alors, savourons-les avec avidité. En conclusion, ne pas transpirer pour les petites choses dans la famille, ce n'est pas devenir indifférent ou laxiste. C'est choisir ses batailles. C'est décider que l'amour est plus important que l'ordre, que la relation est plus précieuse que la raison. C'est un chemin quotidien, fait de petits pas, de rechutes et de nouvelles tentatives. Personne n'est parfait, et c'est très bien ainsi. Soyez doux avec vous-même lorsque vous perdez patience. Demandez pardon, et recommencez. Votre famille est votre plus grande aventure. Elle est le miroir de votre propre croissance. En appliquant ces principes de bienveillance, d'écoute et de lâcher prise, vous ne transformez pas seulement votre foyer. Vous vous transformez vous-même. Vous devenez l'ancre, le port sûr, la source de calme. Et cette paix intérieure rayonnera sur votre conjoint, sur vos enfants, et bien au-delà des murs de votre maison. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Emportez ces réflexions avec vous, testez-les, jouez avec elles. Et surtout, ce soir, quand vous rentrerez chez vous, essayez de voir ces visages familiers comme si c'était la première fois, ou la dernière. Vous verrez, tout change quand on regarde avec le cœur. Prenez soin de vous, et de ceux que vous aimez. À très bientôt.